Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast qui vous invite à vous connecter à vos futurs voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Marie qui a développé un concept d'agritourisme avec la création de son gîte Domaine de la Coutardière en Vendée. Et c'est vraiment le sujet qu'on va développer aujourd'hui, un sujet qui me tient particulièrement à cœur étant moi-même femme d'agriculteur. Je suis Yen Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Chaque semaine, seule ou avec mes invités, je vous emmène explorer toutes les richesses et le potentiel touristique de votre territoire. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin parfois tortueux du marketing émotionnel pour connecter plus pleinement à vos futurs voyageurs. Si pour vous, le voyage est synonyme de rencontre et de transformation intérieure, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, merci de lui laisser une jolie note 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou Spotify, ou tout simplement merci de le relayer et le partager autour de vous pour m'aider à faire connaître ce podcast. Marie s'était promis de ne jamais épouser un agriculteur et pourtant, elle a bel et bien épousé Ghislain, un agriculteur dont elle tombe amoureuse dès l'âge de 16 ans. À 35 ans, ce couple d'agriculteurs éleveurs originaires de Vendée a choisi de créer un gîte de grande capacité pour faire découvrir leur univers au travers de l'agritourisme. Comment peut-on concilier vie à la ferme, vie de famille et activités touristiques ? C'est ce que vient nous raconter Marie dans ce nouvel épisode. Hello Marie, comme je le disais en introduction, je suis déjà très contente de t'avoir depuis le temps que je voulais accueillir sur le podcast des agriculteurs également propriétaires de gîtes. Et merci à toi d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi, Yen, de m'avoir invité sur le podcast que j'écoute, tu le sais, depuis le début, tes débuts. Donc, c'est un vrai plaisir pour moi d'être présente là et de pouvoir partager mon expérience. Donc merci en tout cas, je sais que c'est un exercice pas facile parce que c'est pas tout le monde qui passe une interview, ça peut être assez intimidant, mais tu le sais toi-même parce que tu écoutes le podcast que les épisodes justement où j'interview des hébergeurs, c'est souvent ceux qui plaisent le plus parce que c'est des partages d'expériences, de bonnes pratiques et du coup ça fait partie des épisodes les plus écoutés. Donc je tiens à te rassurer, c'est que cet épisode euh, bah, il va parler à beaucoup de monde et du coup merci en fait de contribuer à ça. Merci de contribuer au partage, à la transmission de votre expérience. Donc, comme je le disais en introduction, toi et Ghislain, vous êtes en couple depuis 19 ans. Vous avez tous les deux grandi dans des familles d'agriculteurs et aujourd'hui, vous avez 3 enfants, dont la dernière qui va avoir 2 ans. Comment il naît, comment on est agriculteur et comment naît d'un coup une idée de créer un gîte? Parce que bon, je suis femme d'agriculteur, comme tu le sais. Ça me viendrait peut-être pas à l'idée, je t'avoue, compte tenu de la charge de travail d'un agriculteur, de me dire, allez, on va se rajouter un gîte. Donc, comment est née cette idée de créer un gîte, qui n'est en plus pas un petit gîte, puisqu'il peut accueillir 15 personnes? Tu peux nous parler de votre parcours et de ce projet? Alors, cette idée, elle est née parce que Ghislain, il souhaitait s'installer en tant qu'agriculteur. Il pouvait pas reprendre uniquement la ferme de ses parents parce qu'on est sur une commune littorale et qu'avec le fort attrait touristique et donc l'urbanisation, la ferme de ses parents était un peu plus en extinction. Donc, pour se garantir un avenir, il a souhaité reprendre une autre exploitation, donc en 2017. Et on a fait cette démarche de le vouloir louer les terres, le propriétaire des terres nous a dit OK pour les terres, mais dans ce cas-là, vous m'achetez aussi les bâtiments et la maison et toute la maison. Et donc, c'est là où nous, on avait déjà notre maison. On était Mhm. en train de finir nos travaux de notre maison. Et donc, on s'est dit que c'était une belle opportunité pour Ghislain déjà de réaliser son rêve et son métier. Et ensuite, il y avait 320 mètres carrés en fait, de maison, enfin de partie maison et de partie en pierre. Et on s'est dit, mais en fait, c'est du patrimoine, c'est hyper intéressant, on va pouvoir en faire quelque chose. Et c'est là, en fait, où on a commencé à réfléchir à un projet et à quoi en faire. On a vite éliminé le- l'option d'en faire une location à l'année parce que c'était sur un siège d'exploitation et que c'était trop contraignant. Oui, Et c'est-à-dire c'est qu'il y a là, des du bâtiments coup, agricoles autour, hein, en fait. oui, C'est c'est ça, hein. ça. Ouais. En Mm. fait, le gîte, c'est l'ancienne maison de ferme. Oui. C'est l'ancienne Mm. maison de ferme, en fait. Donc, c'est vraiment au cœur de notre ferme. Donc, il y a des bâtiments, il y a nos animaux. On est éleveurs en race blonde d'Aquitaine.
Mhm. Donc en fait, la maison, enfin le gîte, il est au cœur de l'exploitation. Il y a deux accès bien sûr séparés et c'est sécurisé. En fait, on a fait en sorte de séparer en fait Mm. les deux espaces et les deux accès, mais ça reste très proche. D'accord. Mais alors, du coup, c'est vrai que je t'ai pas posé la question quand on a préparé l'épisode, mais du coup, alors tu m'as dit que vous veniez juste de terminer les travaux de votre maison principale, de votre résidence principale. À aucun moment donné, vous êtes dit, on va interchanger, parce que non, vous aviez peut-être pas envie de vivre sur la ferme, et ça, je peux le comprendre, mais c'était pourquoi ne pas avoir dit, bah finalement, on va aller vivre dans cette maison-là, on va faire des travaux, on va vivre dedans, et puis bah soit l'autre on la vend, ou soit l'autre on la loue, justement. Parce qu'en fait, on vit aussi au milieu de la ferme, mais de la ferme de De ses ses, parents. Ah oui, 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 c'est de vrai. ses parents. On a, Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a deux terrains de voilà. ferme. Oui, oui, c'est vrai. En Ok. fait, il y a deux terrains de ferme où il y a deux endroits où il y a les animaux. Il y a Oui. l'historique donc de sa famille où il y avait ses parents. Donc, on a racheté la maison de ses parents qu'on a Ok. rénovée et remis à notre goût pour y Ok. vivre. Et la maison, enfin le gîte, qui est aussi au cœur de notre ferme. Et entre Ok. les deux, il y a 1 kilomètre de distance. Voilà. Ok, voilà. Si, ça y est. Ok. Maintenant, c'est bien compris. Et donc, effectivement, cet ancien corps de ferme est là. Et donc, la question est, on va en faire quelque chose parce que c'est là, en fait, on va l'exploiter, etc. Ok. Donc, dès le départ, bah, vous avez donc envie de développer un gîte. Est-ce que dès le départ, il y a eu cette envie d'agritourisme ou est-ce que c'est venu avec le temps ou est-ce qu'au départ, c'est parce que c'est au cœur de la ferme que tu n'avais pas eu le choix que de dire, bah, en fait, ça va forcément être de l'agritourisme. Du coup, c'était quoi l'envie dès le départ de faire de ce gîte? L'envie de faire enfin, de ce gîte un projet d'agritourisme, elle a été présente finalement enfin, dès le départ parce que la maison, elle est au cœur de la ferme, que le métier d'agriculteur, c'est un métier qui est souvent déprisé, sur lequel les médias ont parfois tendance à noircir le trait et du coup, c'est quelque chose qui était vraiment très impactant ou très prégnant pour nous de pouvoir partager en fait ce que c'est la vie d'un agriculteur, ce que c'est aussi le quotidien d'un agriculteur, comment on s'occupe des animaux, comment on s'occupe des cultures, et de montrer que bah, c'est pas ce qu'on voit enfin, forcément ce qu'on voit dans les médias, en tout cas pour les citadins ou pour les personnes qui n'ont pas en fait ce lien avec la campagne. D'accord. Et bah, comme tu l'as dit, vous êtes installé en bordure d'une destination côtière qui est très prisée, parce qu'on parle des Sables d'Olonne. Euh, Aujourd'hui, pour toi, c'est une opportunité ou c'est finalement encore plus difficile d'aller chercher des gens qui sont venus passer des vacances à l'océan et de les faire venir dans des gîtes bah, à la ferme? C'est une opportunité parce qu'en fait, les gens, enfin la Vendée, les Sables d'Olonne, c'est des destinations vraiment touristiques et prisées quasiment sur l'année finalement maintenant et plus que l'été ou au beau Mhm. jour. Mhm. Nous, on s'est positionné finalement sur quelque chose qu'il n'y a pas forcément. Quand on choisit le bord de mer, on choisit pas forcément la campagne et Ben ouais. les animaux. Et donc, on a cette chance, en fait, de Accès aux proposer deux. ça, en fait, voilà, l'accès aux deux. C'est un peu, souvent, on dit, en fait, vous venez au calme de la campagne, mais à proximité de l'océan, parce qu'il n'y a que 3 kilomètres entre le gîte et l'océan. Ah, il n'y a que 3 kilomètres. Ah oui, d'accord. Je comprends, ça fait complètement sens. Ouais, d'accord. Alors, comment est-ce que vous avez imaginé le gîte? Pourquoi avoir opté en fait pour un gîte d'une telle capacité, c'est-à-dire 15 personnes? Parce que enfin, la maison, en fait, c'était une grande maison de maître, une maison qui date de la Renaissance pour la partie la plus ancienne. On y a d'ailleurs conservé beaucoup de marqueurs dedans lors de notre rénovation. Et, euh, et c'est vrai qu'on s'est fait accompagner par l'Office du tourisme local et aussi Gîtes de France Vendée, qui nous ont très vite dit, bah, finalement, vous avez la chance d'avoir un beau bâti d'une grande capacité, autant le privilégier et en faire un gîte de groupe, ce qui est recherché pour les rassemblements familiaux et amicaux, plutôt que de le diviser et de le séparer. Voilà. Et c'est vrai que ça nous a fait sens parce que nous, on a ce côté où on aime bah, les rassemblements avec nos amis, avec notre famille, les grandes tablées, enfin, partager des moments simples, se créer des souvenirs. Et c'est vrai que de créer un lieu qui permet en fait aux gens de faire ça, voilà, ça nous a paru tout de suite évident. D'accord. Et à ce moment-là, donc on est donc en 2017, c'est là où vous dites vous commencez à réfléchir au projet.
toi, tu en es où professionnellement? Tu travailles à la ferme ou tu as une autre activité? Alors moi, je travaille à plein temps, à plus de 40 km du domicile, donc je fais 80 km par jour pour aller travailler. Mhm. On a à ce moment-là qu'un enfant et on consacre tout notre temps libre. Alors pour Ghislain, le temps libre, lui, c'est plutôt 70 heures semaine, mais on consacre quand même beaucoup de temps en fait à ce projet. On a fait la majorité de la rénovation nous-mêmes. On a fait intervenir des artisans uniquement pour quelques corps de métier assez spécifiques et techniques sur lesquels on Mhm. n'a pas voulu se risquer. Voilà, donc on a fait 2 ans de travaux et c'est nous qui avons imaginé et mis en place toute la décoration et tout l'intérieur du gîte. Alors, vu la distance à laquelle tu travaillais, j'imagine du coup c'est Ghislain qui devait gérer les arrivées, les sorties des locataires. Effectivement, quand on a ouvert en 2020, c'est Ghislain qui s'est occupé de toute la gestion en fait présentielle. Donc c'est lui qui faisait les entrées, enfin les accueils pour l'arrivée, Mm. les sorties pour les départs. Et c'est lui aussi qui gérait un petit peu l'intendance, donc de récupérer le linge, puisqu'on on propose les lits faits à l'arrivée, donc de récupérer le linge, de faire toute cette intendance. Ouais. D'accord. Donc oui, vous avez ouvert en mai 2020, donc ça fait 4 ans. Oui, c'est ça. Donc juste après le premier confinement, en fait, vous avez ouvert au premier déconfinement, du coup. Oui, voilà, on a ouvert justement au premier déconfinement. On devait ouvrir un petit peu plus tôt, puis il y a eu cette période assez complexe. Et puis on a ouvert, on n'avait pas tout à fait fini, mais en fait les gens, c'est pas ce qui les intéressait. Ils avaient tellement envie de sortir de chez eux et de se retrouver que voilà qu'on n'ait pas fini de coller les plaintes parce qu'en fait on les avait pas reçus. Il y avait des voilà, c'était vraiment anecdotique et finalement, on aurait pu penser après cette période Covid que ça allait être compliqué ou difficile d'ouvrir, mais en fait, non, les gens étaient tellement dans... Dans Ils avaient... l'impatience. Mm. C'est ça, l'impatience de pouvoir se revoir, de profiter de temps ensemble et d'être ensemble, qui avait aussi cet esprit de bienveillance, en fait, aussi envers nous qui commencions juste cette activité et on n'était pas vraiment des professionnels. Voilà. D'accord. Alors, en termes de communication, qui est-ce qui s'en occupe, du coup? Toute la partie communication, c'est moi qui m'en occupe. J'ai Mm. créé la page Facebook fin 2019 quand on a voulu commencer en fait à mettre en place un peu d'informations sur le fait qu'on créait ce lieu et qu'il allait être ouvert en mai 2020. Ensuite, j'ai créé un compte Instagram, mais c'était qu'en 2021. Moi, j'avais pas D'accord. Instagram, j'étais pas très à l'aise avec les réseaux sociaux. Je savais pas vraiment comment ça fonctionnait. Donc, je me suis d'abord ouvert un compte perso, j'ai regardé un peu comment ça fonctionnait. Puis, j'ai ensuite ouvert le compte pour le gîte dont je m'occupe toute seule. Et puis, le site internet, on a lancé le site internet dès début 2020. Il a été réalisé par ma belle-sœur qui travaille dans la communication. Ça aide. Euh, ça, oui, ça dépanne bien. C'est elle qui Et s'est chargée de l'identité visuelle et des logos aussi. Et puis, on avait fait appel à un photographe professionnel, par contre, dès le début, pour avoir des belles photos du gîte et pour le mettre en avant correctement. Et puis, il y a 1 an à peu près, j'ai ouvert une page LinkedIn pour le gîte, mais je m'en sers vraiment pas beaucoup. d'accord. Et tu as aussi ton, bah, du coup, tu as aussi ton propre profil sur LinkedIn. Je t'y vois aussi. Dans ta stratégie, pourquoi avoir ouvert cette page du domaine sur ce réseau qu'est LinkedIn? Moi, j'y crois, donc je te l'aurais conseillé, c'est certain. Mais toi, à l'origine, pourquoi l'avoir fait? Je l'ai fait parce que j'ai commencé à recevoir de plus en plus d'entreprises qui venaient pour des petits séminaires, des team building ou même des sessions de travail en fait d'équipe et qui, elles, sont plus actives sur les réseaux et notamment LinkedIn et m'ont dit, mais en fait, on ne peut pas vous taguer parce que vous n'avez pas créé de page. Et voilà comment c'est comment c'est D'accord. né. Donc c'était même pas toi pour aller chercher à attirer des séminaires, c'est que eux ils sont déjà venus vers toi. Ils avaient envie de te taguer en plus, ils avaient envie de mettre en avant ton domaine et ouais, ça c'est royal. C'était quand même la voie royale ça. Voilà, Euh, c'est et sur sur la partie gestion du site web, les réservations se font en ligne. Tu utilises quoi comme outil? Alors nous, on utilise OpenPro Mm. parce que Ghislain a fait une formation porteur de projet avec le département.
Et c'est la solution qui est mise en place par Mm. les offices de tourisme, Exactement. qui est quand même relativement accessible, puisqu'en fait, on paye uniquement un pourcentage sur les réservations qui sont créées en ligne. Mais tous les dossiers qu'on va rentrer manuellement dedans, on ne paye pas. Et ça nous permet d'avoir un logiciel qui nous permet de faire de la facturation, le planning, la réservation en ligne, les paiements par carte, de gérer la clientèle. Voilà, pour un Ok, coût. ouais, ouais. À un coût, oui, de partenaire, quoi. C'est ça. Tarif négocié par le département, ouais, tout à fait. Justement, est-ce que tu peux maintenant nous parler de votre clientèle actuelle? Parce que, bon, bah, clairement, tu l'as dit, ça attire les regroupements de familles, peut-être pas une famille aussi nombreuse, mais en tout cas des rassemblements de familles, des réunions de famille, des cousinades, des événements privés, en fait, hein, des événements familiaux, mais aussi des séminaires. Ça attire aussi une clientèle professionnelle. Peut-être qu'on y reviendra dans un second temps sur cette partie-là. Comment ça se répartit? Est-ce que vous attirez aussi bah, des groupes d'amis? Ou est-ce que c'est que famille? Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ta clientèle? Aujourd'hui, on a à peu près 60% de nos clients qui sont des familles. On est souvent sur trois générations, les grands-parents, leurs enfants et les petits-enfants qui viennent passer un week-end ou des vacances tous ensemble. Euh, on a ensuite 40% de notre clientèle, c'est plutôt des couples d'amis qui, eux, viennent pour un séjour avec ou sans enfants. Ça Oui. dépend des formules. Mhm. D'accord. Voilà. Et après, on commence à avoir une clientèle professionnelle. Donc, c'est des petites entreprises, puisque nous, on est pour 15 personnes. Donc, en général, quand on est sur des entreprises, on est plutôt sur des groupes autour d'une dizaine de personnes par rapport à la configuration des chambres, qui viennent de plus ou moins loin parce qu'on va avoir un rayon assez local, et surtout les départements limitrophes. Mais ça nous arrivait quand même quelquefois d'avoir des petites entreprises de Paris, des petites startups qui viennent au Se gîte. mettre au vert, quelque part aussi, finalement, venir faire au bord de mer, c'est super sympa. Enfin, à l'océan, pour le coup, chez toi. Et justement, tu parlais de configuration. Quand tu dis que tu accueilles à peu près 10 personnes sur des séminaires d'entreprise, euh, tu as combien de chambres? C'est des chambres qui sont louées à titre individuel ou ils sont plusieurs par chambre? Comment ça se passe? Et en termes de nombre de salles de bain pour 10, c'est quoi les équipements, le nombre de pièces minimales à avoir? Alors, nous, on a 5 chambres. Mhm. Dans les 5 chambres, après, on propose des lits doubles et des lits simples. Donc souvent, D'accord. il y a quand même du partage d'espace, pas de lit, mais du partage d'espace. Et on a 4 salles de bain, en fait, pour l'ensemble du Ah, gîte. ok. Ok. Mais c'est pas des salles de bain privatives aux chambres, c'est 4 salles de bain accessibles en dehors, enfin, pour tous. Ok. Mais quatre, c'est quand même, ouais, ça fait quasiment une pour deux, quoi. Ça fait presque une Ouais. pour deux. Et puis, il y a aussi une spécificité dans la conception, la configuration de votre gîte, c'est que vous avez prévu sur la partie rez-de-chaussée un espace pouvant accueillir une personne à mobilité réduite. Ça, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que c'est vrai que tu es la première personne que j'accueille qui a cette configuration-là, qui a cette capacité d'accueil. Euh, Aujourd'hui, c'est un plus. Enfin, tu as accueilli des personnes en PMR aujourd'hui, que ce soit à titre pro ou perso. Et qu'est-ce que ça induit? Qu'est-ce que ça nécessite? Est-ce que tu es considéré tourisme et handicap pour autant, etc. Qu'est-ce que peux nous en dire? Parce que c'est vrai que tu es la première que j'interviewe sur le podcast qui a cette habilitation-là. Alors, on a fait le choix, nous, dès le début, de faire en fait cette chambre PMR au rez-de-chaussée et d'adapter tout le rez-de-chaussée PMR, je dirais pas aux normes, puisqu'on n'a pas tout mis aux normes, puisqu'on accueille souvent une personne dans un groupe. Donc, on n'avait pas cette nécessité d'avoir tout le gîte en fait en PMR. Pourquoi on l'a fait? Parce que aujourd'hui, la vie fait que des fois, on a des accidents de la vie. Enfin, voilà, on a tous, nous, dans notre famille ou dans nos amis, des personnes à qui c'est arrivé. Et c'est très difficile pour eux de pouvoir partir en séjour avec leurs amis ou familles, puisque justement, il y a très peu de logements adaptés et très peu de logements adaptés de grande capacité. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on l'a fait. On a accueilli, euh, on a accueilli beaucoup de personnes, surtout sur des séjours familiaux, qui sont porteurs de handicap, des adultes, des enfants, qui du coup c'était intéressant parce qu'on a pu avoir aussi leur retour et des petits tips à améliorer aussi, parce que c'est vrai que bah, malheureusement, souvent c'est ce que je leur dis, je dis bah, je suis pas porteur de handicap et Oui. c'est pas forcément facile et puis il y a tellement de handicap qu'on sait pas vraiment.
comment faire. Et puis, c'est pas en lisant des normes et des bouquins qu'on va trouver le bon équipement bien adapté. Donc, on a aussi fait des améliorations depuis sur À la hauteur. l'usage. C'est vrai que c'est à l'usage et à l'expérience, ouais. Super. Ouais. D'accord. C'est super intéressant parce que du coup, j'en comprends que vous avez finalement un produit qui est assez rare. C'est un gîte de grande capacité, ce qui déjà, effectivement, je pense que c'est plus rare que des gîtes de 4, 8, 8 personnes. Et en plus, avec la possibilité d'accueillir des personnes en PMR, et enfin, je trouve ça même super malin de l'avoir fait, surtout si bah, tu as l'espace pour, effectivement, pourquoi s'en priver, quoi, clairement. Si ça s'est fait, si ça s'est réfléchi, je pense, dès la rénovation, c'était clairement une opportunité à saisir, ouais. Alors, il y a une question qui m'interroge, qui est plus d'ordre, j'ai envie de te dire, personnel, c'est comment est-ce que vous arrivez à gérer vos deux métiers plus le gîte? Parce que tu l'as dit, Ghislain, il compte pas ses heures. Je sais très bien ce que c'est. Il compte pas ses heures. Et toi, à ce moment-là, tu es à distance. Tu es, à 40 kilomètres. À ce moment-là, vous avez quand même qu'un enfant, mais comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui vous en avez trois. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même quelques changements au milieu. Comment vous arrivez à gérer, comment vous vous organisez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a eu pas mal de changements en fait depuis la situation initiale, puisque du coup, nous, quand on a ouvert le gîte, j'étais enceinte de notre deuxième enfant. À Ah ce oui, moment-là, j'ai repris mon travail, mais à 80% pour en fait avoir une journée vraiment off, enfin une journée off avec deux enfants et un gîte à gérer, on va plus pas appeler ça l'administratif off. de l'exploitation. Donc je sais pas trop si c'est vraiment du off, mais voilà, ça me permettait de libérer le soir et les week-ends pour en fait faire d'autres tâches ce jour-là. Ensuite, donc j'ai repris à travailler. Je suis assez rapidement tombée enceinte de notre troisième enfant. J'ai plus la date, En mince. octobre 2021, tu m'as dit, ouais. Oui, c'est ça. En octobre 2021, je suis tombée enceinte. J'ai été assez rapidement arrêtée. En fait, en février 2022, j'étais arrêtée parce que bah, le rythme de vie, le rythme de travail, le temps de trajet Ouais. faisait que c'était plus possible. Et puis, c'était la troisième grossesse, hein. On n'est plus. Bon, voilà, faut se le dire hein, quand même, entre femmes, on sait que plus les grossesses passent, plus elles sont compliquées Bah, parce c'est qu'il y a. surtout qu'en fait, on oublie de dire que tu as dans ton troisième, c'est-à-dire que t'en as deux autres à gérer pendant ce temps-là. Donc, Voilà. Mm. il y a ça qu'on ne dit pas. Et l'avantage, par contre, enfin, heureusement, je ne sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, heureusement, en France, le congé maternité est plus long pour le troisième enfant. De 10 semaines de plus, ouais, si je ne me trompe pas. Je suis allée vérifier quand même. 26 semaines au lieu de 16 semaines. Donc, voilà, t'as 10 semaines de plus. Ça veut dire que non, c'est 4 mois. Donc, plus 10 semaines, ça fait plus, ouais, plus 2 mois et demi. Ouais, t'as une moitié d'année, t'as 6 mois et demi de congé mat. T'as été arrêté plus tôt pour un congé pato d'ailleurs ou pas? Ou... Ah oui, Ouais, voilà, c'est ce que tu me disais, ouais. c'est que Moi, ça commençait à faire lourd. Ouais, t'as j'ai été été arrêté arrêtée plus tôt. en février 2022, alors que mon congé pato aurait dû commencer vers le 25 avril. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Donc ça fait 8 mois finalement où tu es resté. Euh, si on met le congé maternité bout à bout, plus le congé bateau, ça fait 8 mois au total. Donc ça fait une longue période à la maison avec les enfants, avec le gîte à gérer. Du coup, comment tu mets à profit ce temps passé à la maison? Alors moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup ne rien faire, donc j'ai été arrêtée pour mon travail et mes déplacements, mais par contre, j'ai mis ce temps à profit en fait pour reprendre toute la gestion du gîte qu'avait Ghislain. Donc c'est moi qui me suis mis à faire tous les accueils, toute la gestion du linge. Et puis bah, la gestion de la maison, mais aussi la gestion administrative de l'exploitation agricole que j'ai fait encore un peu plus. Et puis c'est vrai que après la naissance au mois de juin 2022 de notre fille, de notre petite dernière, enfin, j'avais un bon rythme, j'aimais bien ce que je faisais, j'étais plutôt à l'aise dans ce que je faisais. Et puis, à chaque fois qu'on a commencé à me demander dans l'été quand est-ce que tu reprends, j'avais pas très très envie d'y répondre à la question. Tout simplement parce qu'en fait, j'avais pas vraiment envie de reprendre Hmm. mon travail. Hmm. Et, euh, et puis, c'est là où c'est vrai qu'on a commencé à s'interroger aussi avec Justin sur comment on allait faire si je À la reprise? repartais voilà, à la reprise. Comment on refait? Tu repars, donc tu as 1 heure et demie de temps de route par jour, plus la gestion. Et si les enfants sont malades, parce qu'on le sait, malheureusement,
Ouais. que les enfants, Pour la petite quand ils histoire, parce que sont jeunes. personne le sait, mais au moment où on enregistre, t'as quand même un de tes enfants qui est malade et qui est à côté de toi et qui nous a coupé pour la patte patrouille, je tiens à le dire. Mais c'est les aléas Merci. de la vie de famille et voilà, ouais, que je connais aussi. Merci. Voilà, merci Yann de dénoncer en fait le temps où on me les met à profit devant un écran On pour juge pas, pouvoir. tu sais. Alors, c'est pas moi qui vais juger et au contraire, merci en tout cas de ne pas avoir déplacé cette interview. Tu aurais pu, mais tu l'as pas fait, donc merci. Mais je peux comprendre aussi que Ghislain, t'imagines pendant 8 mois, enfin, t'imagines très bien parce que tu l'as vécu, mais pendant 8 mois, il se voit un peu déchargé de ça et de se dire, oh punaise, va falloir que je m'y remette moi aussi. Parce que toi, tu reprends le travail, mais c'est-à-dire que lui, il reprend la gestion du gîte. Alors que pendant 8 mois, tu t'en es occupé, plus la gestion, l'administratif de l'exploitation agricole. Lui, je pense que s'imaginer que tout ça revient, ça doit pas être évident non plus. Entre toi qui a moyennement envie de reprendre la route et lui qui a peut-être moyennement envie de tout recommencer, de se recharger, parce que tu l'as déchargé, euh, ça doit, euh, ça doit effectivement questionner. Bon, on devine facilement ce qui va se passer. Du coup, je te laisse nous l'annoncer. Et ben finalement, à force de réfléchir sur comment on allait faire les choses, et ben on a décidé que j'allais devenir salarié de Ghislain sur l'exploitation agricole et du coup pouvoir ben, continuer finalement tout ce que je faisais, mais de manière rémunérée et ne pas aller chercher un salaire enfin, ailleurs en exerçant une activité qui pour moi me plaisait plus. En fait, c'est aussi que j'avais fait le tour Hum, de mon activité. Donc, moi, j'ai basculé en février 2023 parce que j'étais quand même quelqu'un qui prenait pas beaucoup de congés. Donc, j'avais accumulé énormément de congés payés non pris. J'ai dû subir une petite intervention. Donc, ça a aussi augmenté un peu le temps. Donc, maintenant, ça fait un peu plus d'un an que je travaille avec Justin. Donc, sur l'exploitation, c'est bien là d'où vient mon salaire parce que l'activité du gîte, elle permet de dégager. Enfin, elle permettra d'ici quelques années peut-être de dégager un complément de revenu, mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas une activité qui nous permettrait de subvenir à nos besoins familiaux, en fait, pour vivre. d'accord. Ok, ok, ok. Euh, Vous avez choisi aussi, on l'a dit hein, dès le début, de vous positionner sur l'agritourisme. Euh, Peut-être que ça se voit pas encore assez sur le site web, je t'en avais fait la remarque. Par contre, je le vois de plus en plus sur tes réseaux sociaux. C'est quoi les activités? Quelles sont les activités que vous proposez? Et surtout, comment est-ce que c'est perçu par les vacanciers? Et surtout, est-ce que c'est ça que viennent chercher aujourd'hui les vacanciers en majeure partie, notamment les familles? Parce que bah, je vois très bien mes enfants, enfin mon grand, les tracteurs, les champs, enfin voilà, ça les passionne depuis qu'ils sont tout petits, quoi. Donc, quelles sont les activités que vous proposez, sachant que vous avez des animaux, tu l'as dit, vous avez un élevage de bovins. Comment est-ce que c'est perçu par les vacanciers et qu'est-ce qui marche le plus? Alors aujourd'hui, nos vacanciers, donc c'est vrai que sur notre site internet, c'est pas très bien mis. On a une petite rubrique, voilà, mais on l'avait pas trop mis en avant. Pas, aussi parce qu'on veut pas commercialiser en fait ça. On veut offrir l'opportunité à nos clients de pouvoir, s'ils le souhaitent, partager un moment avec nous à la ferme. Mais on souhaite pas que ça en soit une prestation commerciale qui viendrait réserver ou nous payer à l'avance. Voilà, parce que D'accord. l'activité agricole, c'est quand même lié à la météo. Il y a des pointes de travail saisonnières assez importantes. Et c'est vrai que même si pour nous, c'est un plaisir de le proposer, il y a des moments où c'est pas compatible avec notre agenda. Enfin, si je prends la période de moisson de blé, Justin, il dort en général trois 4 heures. quatre heures par nuit. Et on peut, enfin, voilà, c'est pas possible forcément de le caler pendant ces moments-là. Par contre, si les conditions sont idéales, les conditions météo en période de moisson, bien sûr qu'on accueillera avec plaisir nos clients pour leur faire découvrir cette partie-là. Euh, donc, c'est pas fort. Enfin, voilà, la partie agricole, on l'a pas trop développée. Nous, on la propose à tous nos clients. On a, je dirais, 30% de nos clients qui nous contactent parce qu'on a une ferme, parce qu'ils ont vu sur le site internet qu'on avait une ferme. Et ils sont sensibles à ça, ils sont sensibles à venir à la campagne, à venir à proximité des animaux. Et tout de suite, ils nous parlent de pouvoir découvrir avec nous la ferme. Mhm, Et après, on a quand même 70% des clients qui nous trouvent parce que c'est le côté grand gîte, en fait, mhm. qui est la porte d'entrée pour venir chez nous.
Quand nos hôtes ils souhaitent découvrir enfin, l'exploitation agricole, nous, on va vraiment leur demander ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent. On n'a pas de formule toute faite. C'est-à-dire qu'ils nous disent, bah, nous, on veut voir plutôt les animaux ou des petits veaux. C'est vrai que ce qui est bien, c'est que nous, on a une grosse période de vélage au niveau du mois d'août. Donc, il y a beaucoup de petits veaux sur août, septembre. Et après, on en a quand même un petit peu tout au long de l'année. Ça commence en mars, ça va jusqu'à juillet. Donc, on en a régulièrement toutes les semaines. Donc ça, c'est assez facile de leur montrer les animaux, de leur expliquer l'alimentation, la période de gestation, comment se passent les naissances, enfin, voilà, ce qu'ils mangent, comment ils sont. Ensuite, certains de nos clients, eux, c'est plutôt le côté tracteur, matériel, voilà, un peu comme ton Je pense fils. que ça touche les adultes aussi, ça, hein. C'est pas que les enfants, Oui, hein. Sous couvert des enfants, je pense que les papas, certains papas, je caricature, mais je vois bien que ça va parler moteur, tu vois. Ça va parler machine, ça va parler moteur, donc je pense que ça plaît aux deux. c'est ça, ça plaît aux deux et en plus, enfin nous dès que c'est possible, on leur propose aussi d'essayer la conduite. Alors quand on peut être dans un champ, eh ben, tant mieux, mais si on peut pas, en fait la cour de ferme, elle suffit pour faire le tour, un petit tour dans le tracteur où on peut le conduire, s'essayer. Et c'est vrai que les petits ils prennent goût, mais les grands aussi, ils aiment bien. J'en doute pas du tout. J'en doute pas du tout. Et puis, je comprends tout à fait que tu dises, on n'en fait pas une activité commerciale. On se laisse la possibilité, en fait, que ce soit juste une découverte, une initiation, euh, et que du coup, que ça ne devienne pas une contrainte pour vous. Il faut que ça reste un plaisir. Et ça, je comprends tout à fait que tu en fasses ce choix-là. Et que ça reste, bah, comme tu dis, une passion, hein. Pour vous, c'est une passion et une passion de enfin, la passion de la transmission aussi. Il faut que ça le reste plutôt qu'une contrainte ça a été réservé. Et puis je pense que le lien est pas le même non plus quand la personne elle a payé pour ça. Elle est plus en attente finalement d'une prestation, alors que là, bah, c'est un plus. Ce n'est que la cerise sur le gâteau et du coup, bah, ça peut que ravir. Donc je pense que tu as plutôt raison là-dessus. Euh, et vous avez opté pour des labellisations, quand bien même c'est pas commercialisé. Je pense à des labels, soit dans l'agritourisme ou soit d'autres labels concernant l'activité grand gîte. Mais quand je pense label agritourisme, je pense par exemple à Bienvenue à la ferme ou Accueil paysan. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé, tu connaissais pas? Et puis, est-ce qu'il y a d'autres labels? Tu as parlé de Gîte de France tout à l'heure, je crois que tu es labellisé. Est-ce qu'il y a d'autres labellisations? Alors sur la partie agricole, on n'est pas labellisé Accueil paysan ou Bienvenue à la ferme. On n'a pas trop cherché de ce côté-là en fait quand on a ouvert l'activité. Et puis en fait, bah, naturellement, les réservations se font, notre activité elle tourne et on n'a pas cherché à aller vers d'autres labels. On est Gîte de France par contre depuis le début de l'activité parce que on est arrivé chez Gîtes de France parce qu'ils nous ont aidés en fait aussi dans la définition du projet à la base, au début de nos travaux de rénovation. On a bénéficié de fonds d'agritourisme de la région Pays de Loire pour la rénovation. Et ça nous a impliqué d'être engagés aussi dans un label. Et donc, c'était naturel pour nous de choisir Gîtes de France. Ghislain, il a été administrateur pendant 3 ans. Et donc là, ça nous a paru aussi naturel que ça soit moi qui bascule administratrice chez Gîtes de France depuis l'AG du mois de mars. D'accord, ok, super. Euh, et ces rendez-vous-là, justement, au conseil d'administration, etc., ça te permet de finalement d'échanger avec d'autres personnes, j'imagine. Est-ce que tu arrives à exploiter, pardon, à partager avec d'autres exploitants agricoles? Est-ce que tu connais d'autres exploitants agricoles qui ont aussi développé une activité d'agritourisme? Mais justement, à Gîtes de France, au sein du conseil d'administration, il y a divers profils et il y a aussi d'autres personnes en fait qui sont agriculteurs et qui ont une activité Ah, super. de gîte, voilà. Donc pas les mêmes capacités, pas la même Mhm. façon, mais c'est intéressant et même sur les autres administrateurs qui ont d'autres types d'activités qui ne sont pas agriculteurs, mais je trouve ça hyper bénéfique en fait de pouvoir échanger Mhm. sur nos métiers, notre façon de voir les choses, sur les attentes de la clientèle, sur comment ça se passe, se créer, enfin, avoir du lien entre nous, du Mhm. soutien et de l'entraide. Je trouve que c'est essentiel, même si on est des fois dans une société qui est de plus en plus individualiste. En tout cas, pour nous, peut-être que c'est ce côté agricole aussi qui fait qu'on a toujours gardé le lien et Mhm. l'entraide, mais on le fait aussi pour cette activité. Ouais, d'accord, je comprends bien. Je retrouve bien les valeurs
les valeurs des agriculteurs là-dedans. Je voudrais juste revenir sur la partie activité et exploitation du gîte, par contre. Tu disais que maintenant la région était vraiment prisée presque toute l'année. Vous, comme vous êtes dans les champs, enfin, comme vous avez l'exploitation agricole, vous êtes ouvert à l'année aussi, ou est-ce que vous fermez sur certaines périodes? Et comment se passe l'activité voilà, est-ce que tu arrives même en hiver, tu arrives à tourner en termes d'activité? Et tout à l'heure, tu parlais d'accueil d'entreprise. On est plutôt sur des périodes. C'est sur quel type de période les périodes côté entreprise et côté privé? Alors nous, on fonctionne toute l'année. Je pense que je ne l'ai pas précisé depuis le début, mais on a un grand gîte donc pour 15 personnes. Et on a la particularité d'avoir un espace piscine et spa à l'intérieur qui est couvert et chauffé Mmh, toute l'année. Donc mmh, ça donne quand même un atout et un attrait en plus forcément vers notre gîte. Sur la partie organisation, donc nous, on va plutôt privilégier les séjours à la semaine pendant les vacances scolaires. On mmh. fonctionne énormément sur les week-ends hors vacances scolaires pour les gens qui habitent, on va dire, aux environs de 2 heures autour de chez nous. Et après, les accueils d'entreprise, c'est souvent sur les semaines hors vacances scolaires, mais après, eux, c'est des séjours du lundi au vendredi ou même des fois des séjours un petit peu plus courts. Là, maintenant, j'aimerais que tu nous fasses un petit peu le bilan. Est-ce que tu dirais que d'être devenu salarié de la ferme, aujourd'hui, tu as l'impression de mieux concilier ta vie pro, ta vie perso? Est-ce que, euh, est-ce que finalement, tu te dis, bah, oui, j'aurais pu quand même peut-être continuer à garder une activité. Tu t'avais dit que tu avais repris à 80%. Est-ce que tu aurais pu garder une autre activité ou est-ce qu'aujourd'hui, tu t'y retrouves vraiment clairement dans ce repositionnement, ce nouveau choix finalement d'organisation? Aujourd'hui, moi, je suis vraiment en phase avec ce que je fais et notre organisation. Voilà, je peux emmener moi mes enfants à l'école tous les matins. Je peux aller les chercher à l'école. C'est quelque chose qu'avant je faisais Ah oui, ouais, jamais en fait. Enfin, ouais. voilà, ça peut paraître pas grand-chose pour certains, mais quand on ne le vit pas, c'est quand même assez, voilà, enfin assez handicapant. En tout cas, c'est voilà, c'est quelque chose qui peut manquer. Euh, voilà, moi, les 80 kilomètres par jour pour aller au travail, c'est pas non plus quelque chose qui me manque. L'été, les enfants, ils sont avec nous. Pendant les vacances scolaires, ils sont avec nous. En fait, nous, l'objectif, c'est vraiment aujourd'hui de se consacrer à la famille avec nos deux activités, l'activité agricole et le gîte, et d'être vraiment centré là-dessus tant que les enfants en auront besoin et tant que nos activités en auront besoin. Voilà. Après, c'est vrai que moi, ce qui me plaît aussi bien dans ces changements, c'est que moi qui travaillais derrière un ordinateur plus de 8 heures par jour, je suis libre de mon emploi du temps. Je suis beaucoup plus souvent dehors parce que je vais aussi faire les travaux des champs ou un peu m'occuper des animaux. Donc, c'est vrai que j'ai retrouvé un peu plus de plaisir et ouais, de plaisir, je dirais. Ouais, À- c'est que au- finalement, tu passes beaucoup de temps dehors à nouveau, Mm. puis tu vois ton mari plus souvent, peut-être, vous vous croisez, enfin, peut-être que vous voyez plus, peut-être que vous croisez seulement, je sais pas. Mais du coup, tu conduis des tracteurs toi aussi, ça c'est sympa. Ouais, effectivement, il m'a. Alors, j'en conduisais quand j'étais plus jeune Mhm, avec mon père, et puis mhm. j'ai arrêté vers l'adolescence parce que je me suis Ça orientée t'intéresse vers plus? d'autres. Voilà, ça m'intéressait plus. Et puis finalement, là, je prends plaisir à reprendre. Alors, il me le forme, mais j'aime bien ce côté un peu solitude, introspection où tu es seul dedans et pendant. Enfin, voilà, c'est Je assez crois que c'est sympa d'ailleurs. fait, ouais, c'est fait pour des personnes qui sont un peu, je vois mon mari, hein, des solitaires, quoi. Donc, effectivement, qui ont pas peur de passer des heures et des heures seuls dans leur tracteur. Ouais, je comprends bien. Ça me C'est ça. parle. C'est Et, d'ailleurs là où j'écoute tes podcasts, Yann. ah, d'accord, ok. Toi, au C'est moins, je dans le sais. tracteur. En fait, j'adore. J'aime beaucoup quand on me dit comment. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous m'écoutez? Ça, c'est vrai. Je sais que, par exemple, il y en a qui le font quand. Beaucoup m'écoutent quand ils se font le ménage, le repassage, le ménage. Et puis, c'est l'avantage du podcast, c'est que tu peux faire complètement autre chose à côté. Tu n'es pas obligé d'être derrière un écran pour regarder une vidéo ou autre. Donc, toi, tu es dans les tracteurs à ce moment-là. Ok. J'aimerais maintenant qu'on aborde le sujet de la marque personnelle, de votre personal branding, tout ce qui va être communication émotionnelle, parce que tu sais, c'est un peu mon dada. Ça fait pas si longtemps que tu partages votre vie d'agriculteur. On vous voit un peu plus sur les réseaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta nouvelle stratégie de communication? Quels en sont tes premiers retours? Si tu devais donner des conseils en fait aux auditeurs qui nous écoutent sur
sur le fait de parler un peu plus de soi, de raconter un peu plus. Ça veut pas dire se montrer toujours face caméra, mais c'est parler un peu plus de sa propre vie. Euh, Qu'est-ce que ça apporte ou pas d'ailleurs? Et voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous donner? Et si tu avais un conseil à donner aux auditeurs du podcast? Alors moi, je me suis occupée, comme je l'ai dit avant, beaucoup de la communication seule. Et là, j'étais arrivée un peu à un tournant où j'arrivais plus trop à savoir pourquoi je le faisais, de quoi parler. J'avais beaucoup entendu, hein, je les ai écoutés, tes podcasts, Yann, j'en ai écouté d'autres sur le fait de parler de soi, du storytelling et de son importance. Mais j'arrivais pas vraiment à savoir comment le faire, quoi dire ouais, comment raconter mon histoire et en quoi ça pouvait intéresser les Mm. gens. Je me suis lancée en fait en février, j'ai franchi le cap, j'ai pris la formation avec Juliette Rénal. C'est Mm. un coaching en fait de groupe pour justement booster en fait sa communication sur Instagram. C'est vrai que là, je me suis sentie finalement un peu obligée, mais c'était mon choix, de faire ce travail-là en fait d'introspection, de rédiger mon storytelling, de l'expliquer, de trouver la façon de le dire, de retravailler l'identité visuelle, de travailler aussi le client idéal, de vraiment prendre le temps en fait de savoir quel est son client idéal Mm. pour savoir en fait finalement à qui on s'adresse. Et Exactement. même si on l'a entendu, je l'avais entendu plein de fois en fait, je le savais, mais le fait de ne pas avoir quelqu'un qui presque nous tienne la main et nous dise bah voilà en fait comment on doit le faire, comment on va le faire et qui nous guide. En fait, Mm. voilà, c'est un guide qui nous permet de faire ça et d'avancer. Alors c'est beaucoup de travail, hein, tout ça, toute cette Mm. partie-là. Moi, là, on arrive à une partie où moi, depuis un mois et demi, 2 mois presque, je commence à republier sur Instagram et à publier des choses en fait d'une manière différente. Et là, Mm. je me rends compte que j'ai un engagement qui est de plus en plus important sur mes publications, que ce soit sur les likes ou sur les commentaires. Pourquoi? Parce qu'il y a du storytelling, parce que c'est positionné aussi avec des accroches qui sont en adéquation avec le client idéal, avec ses attentes, avec ses besoins. Et, euh, et c'est là où je retrouve finalement du sens et de l'envie en fait de partager et de le faire sur Instagram. Voilà, moi, j'avais jamais eu de demande de réservation par Instagram et depuis ce mois et demi où je recommence à publier, j'en ai quand même eu 5 messages. Alors pour beaucoup, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est quand même assez Bah, il important y a du parce que concret. ça, Ouais. voilà. Ouais, ouais. Mais rien que ne serait-ce que plus d'engagement, comme tu le disais, ça, je le vois parce que chaque fois que j'en vois parmi vous, notamment, bah, tu sais que je le pousse beaucoup dans les newsletters, ça, de vraiment parler de vous. Effectivement, c'est surtout parce que, bah, en fait, tu vas montrer, en fait, tu vas parler de toi, mais c'est surtout pour connecter, en fait, pour raconter ton histoire, parce que l'histoire, elle va résonner chez l'autre. Alors que si tu es toujours là pour montrer des photos de tes chambres, etc., bon, on a compris, on aime ou on n'aime pas, en fait, mais ça n'ouvre pas de conversation. Alors que quand tu vas raconter bah, votre vie d'agriculteur, le fait d'avoir 3 enfants, ta charge mentale, euh, le plaisir après une grosse journée de sauter dans la piscine, ça c'est, je pense à un reel que tu as fait il y a pas longtemps, bah, tout le monde, en fait, ça va résonner. Bah ouais, il n'y a pas une personne qui a pas envie de faire un plouf dans une piscine après une grosse journée, tu vois. Donc, en fait, ça ouvre facilement la conversation. Et c'est ça, le personal branding, c'est donner envie de converser, alors qu'effectivement, d'être dans une stratégie de communication où, en fait, bah, c'est pas engageant, en fait, parce que tu montes des photos, ok, on aime ou on n'aime pas, mais ça, ok, ça s'arrête là. Il n'y a pas de discussion à avoir sur ça, quoi. Parce que, bah, en fait, ça fait presque une conversation fermée. Donc, alors qu'à l'inverse, quand voilà, tu vas parler d'un sujet qui finalement touche pas mal de monde, qui peut être, bah voilà, tout ce qui touche à la vie de famille, vu que c'est ta cible. La vie de famille, se créer des souvenirs, tu l'as dit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va parler vraiment à ton voyageur. Donc là-dessus, j'y retrouve totalement, je me retrouve totalement en phase en tout cas. Et ben, j'ai juste une question. Est-ce que tu sais ce qui a vraiment créé le déclic? Qu'est-ce qui t'a vraiment levé ton blocage? Parce que tu disais, hein, c'est quelque chose, tu l'as entendu plein de fois, tu m'as entendu plein de fois le dire. Pour autant, tu n'y allais pas. Qu'est-ce qui a fait que là, tu es passé à l'action? C'est le fait d'être guidé, comme tu l'as dit? C'est le fait qu'on te mette un petit coup de pied aux fesses? C'était un besoin de coup de pied aux fesses, peut-être? C'était quoi? Je pense que j'avais besoin en fait de quelqu'un qui soit là, à qui je puisse expliquer en fait mon histoire, ma cible, et qui en fait qu'elle me dise OK, c'est bon, et voilà comment comment on va le rédiger, et voilà comment on le travaille, parce que
il y a une manière aussi de raconter les histoires pour qu'elles soient engageantes. Enfin, on peut pas tous être un auteur de très bons romans. Voilà, il y a quand même une façon de le faire. Et Juliette, elle sait le faire, l'expliquer et réussir à faire en sorte qu'après, parce que l'objectif de la formation, c'est quand même qu'on puisse être autonome en fait Bien sûr. Elle vous met le pied à derrière. l'étrier et Voilà, puis le but, c'est que c'est tu sois ça. autonome. Ouais. Ouais. Voilà. Ok. On arrive maintenant à la dernière question. Est-ce qu'il y a des axes de développement, justement d'un point de vue communication, que tu envisages, qu'on va pouvoir suivre dans les mois à venir, peut-être pas tout de suite, mais dans les mois où les... Est-ce que tu t'es fixé un nouvel objectif à développer en priorité, d'aller un peu plus sur le personal branding, justement, le storytelling? Est-ce que tu t'es fixé d'autres objectifs? Maintenant que tu as touché du doigt le fait d'avoir des messages directement depuis Instagram, est-ce que tu en fais vraiment un objectif demain d'en faire un canal de réservation? Effectivement, l'objectif pour moi, c'est de faire d'Instagram un canal de réservation assez important pour favoriser aussi les réservations en direct. Mm. Voilà. Et après, donc là, c'est de monter en compétence et puis de continuer en fait sur ma lancée sur Instagram et sur ce contenu pour justement avoir beaucoup plus d'engagement, d'abonnés, mais aussi de réservations en direct, puisque c'est ça la finalité. Et Mm. voilà, mon objectif suivant, c'est quand même le site internet, de revoir un peu mon site internet, de mettre à jour notamment mes textes pour justement utiliser ce storytelling, ce Ouais, personal branding, enfin voilà, tout ça de pouvoir le remettre un peu à jour dessus et puis d'utiliser aussi les nouveaux visuels que je crée pour Instagram sur le site internet aussi, voilà, de faire toute cette d'accord. actualisation, mais chaque chose en son temps aussi, voilà. Et est-ce que tu comptes mettre un peu plus en avant justement ce côté agritourisme? Justement, tu parlais de remettre à jour le site web. Est-ce que tu as une volonté d'aller encore plus vers ça? Est-ce que tu as envie que tu disais tout à l'heure, ça représente 25-30%, tu disais, de ta clientèle. Est-ce qu'il y a une volonté, est-ce qu'il y a un objectif que ça grossisse ou pas forcément parce que voilà, ce serait quoi ton rêve, en fait, ton idéal de que les gens arrivent par la porte de l'agritourisme ou pas forcément ou ce serait quoi? Je pense que ça serait bien pour nous parce que on aime partager notre métier, on aime partager cette passion, que ça augmente ce pourcentage. Si on s'en rapprochait des 50%, ça serait vraiment chouette. Et puis, effectivement, on va le mettre plus en avant aussi sur le site internet. Sur les réseaux, on le faisait pas trop avant, on le partageait justement pas vraiment. On s'en rendait pas compte de tout ce côté-là. Donc, on le fait de plus en plus. Et donc, naturellement, quand je vais regarder un peu plus la mise à jour du site internet, je vais le mettre en avant aussi voilà, de la même façon parce que pour nous une porte assez importante que de promouvoir l'agriculture et l'agritourisme. Ouais, C'est je aussi comprends. Et, une et forme de d'ailleurs, soutien. j'ai oublié de te poser la question, quand tu accueilles des séminaires d'entreprise, est-ce qu'ils sont curieux justement de cette vie d'agriculture ou pas du tout? Pour le moment, sur les entreprises accueillies, non, pas du tout. Ok, d'accord. Je me posais la question s'il y avait une curiosité sur, en fait, sur le travail, sur la notion de travail, d'entrepreneur, parce que c'est une exploitation agricole, c'est une entreprise, donc c'est d'autres modes de gestion. Je me posais cette question-là. Ok, super. Mais écoute, merci à toi, Marie, de nous avoir partagé en toute transparence ton retour d'expérience sur le podcast. J'espère que l'expérience t'a plu, en tout cas d'être passé sur le podcast. Et puis, merci à toi encore une fois. Et puis, merci de ton écoute, surtout depuis et ta fidélité depuis 2 ans, je crois. Enfin, je sais pas si tu étais là depuis le début ou pas, mais merci à toi, en tout cas, Marie. Merci beaucoup. Merci Yen de m'avoir invité à partager mon expérience. Enfin, c'est une chouette expérience aussi pour moi que de le faire. Et puis voilà, moi j'adore te suivre. Je t'ai connu presque dès le début. Et puis je te remercie aussi pour ta patience parce qu'avec mon petit garçon, à proximité, c'était pas non plus, je pense, l'épisode le plus reposant que tu aies enregistré. Alors, l'enregistrement, c'est pas un problème. Ça va être le montage qui va être un peu plus long que d'habitude, mais c'est pas grave, je comprends tout à fait. Pour avoir fait tellement de Voilà. visios avec un bébé dans les bras, donner le biberon, etc. Enfin, c'est vraiment pas moi que ça va déranger, donc sois complètement rassuré là-dessus. Et puis, ça s'est pas entendu, ça s'entendra pas, mais c'était sympa de raconter l'anecdote pour dire que, en fait, c'est ça la vie, tout simplement. En fait, on est entre nous et c'est comme ça et c'est très bien. Merci à toi encore, Marie. Je te dis à très bientôt.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que mon échange avec Marie vous a plu. En tout cas, vous avez vu qu'on a pu parfois être un peu perturbé dans l'enregistrement, mais j'espère que ça ne nous a pas gêné dans l'écoute. En tout cas, merci encore une fois à toi Marie d'être venue parler de ton parcours sur le podcast. Si vous souhaitez soutenir Marie et Ghislain, il vous suffit d'aller sur Instagram sur le compte Domaine de la Coutardière. Vous pouvez également les suivre aussi sur leur page Facebook ou bien sur LinkedIn. Je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode. Et puis, si vous voulez aller plus loin, si vous souhaitez obtenir plus de conseils, que ce soit sur la communication émotionnelle ou que ce soit aussi sur le personal branding, comme on a évoqué dans cet épisode, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!